débouche sur la bretelle de sortie. La bande large qui longe les voies de circulation est la bande d'arrêt d'urgence, utilisable en cas de force majeure uniquement, telle qu'une panne ou un accident. Des aires de repos sont aménagées tous les 35 km environ. S'insérer sur une autoroute quand personne ne roule sur la chaussée principale ne pose pas de problème. Mais quand il y a de la circulation, comment se comporter sans être un danger pour les autres? La difficulté est que la voie d'accélération permet de s'insérer en cédant le passage aux usagers qui sont déjà sur l'autoroute, et cela peut paraître contradictoire, en accélérant pour pouvoir se glisser entre deux véhicules. Dès qu'on est sur la voie d'accélération, le clignotant étant allumé, il faut regarder vers l'arrière gauche, observer les intervalles entre les véhicules, jauger la vitesse des autres, ralentir pour laisser passer quelques usagers qui roulent plus vite, puis accélérer pour se glisser sur l'autoroute dès que possible. Très souvent, les automobilistes qui ont repéré un véhicule qui veut s'insérer mettent leur clignotant et prennent la voie de gauche si elle est libre pour faciliter l'insertion. Mais attention, ce n'est pas une obligation, c'est simplement une aide. La règle générale sur autoroute est de rouler à droite. Là où les voies de gauche sont réservées au dépassement. Lorsque le terrain est vallonné, il peut y avoir une voie supplémentaire, à droite, réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire aux véhicules circulant à une vitesse inférieure ou égale à 60 km/h. Qu'on tracte une caravane, qu'on ait un problème mécanique ou qu'on possède une voiture pas très puissante, on peut devenir à notre tour un véhicule lent. Dans ce cas, il faut utiliser ces voies, impérativement. Généralement, il est possible de dépasser un véhicule plus lent que soi tout en prenant en compte la vitesse élevée des autres usagers. Tracter une caravane ou un bateau, c'est presque toujours faire partie des véhicules de plus de 7 mètres de long ou 2 mètres de large. Si l'autoroute comporte par exemple 3 ou 4 voies à sens unique, seules les 2 voies les plus à droite sont utilisables. Pourquoi ? Parce que du fait de la charge, la puissance de ces véhicules devient plus faible et leur vitesse moins élevée. Les dépassements sont alors plus longs. Si on a mal anticipé, on peut se trouver dans l'impossibilité d'effectuer son dépassement, car la file de gauche est occupée par des véhicules arrivant à grande vitesse. On est alors contraint à un ralentissement brutal. La plupart du temps, tout se passe bien. Mais si un choc a lieu, le début de l'accident peut se comparer à un déplacement de véhicule qui remonterait à contresens vers les usagers lancés à 130 km/h. D'où l'importance de garder des intervalles de sécurité suffisants, de rester vigilant et de prévoir le comportement des autres. Parfois, il y a des embranchements, des croisements, des bifurcations d'autoroute. Comment sont-ils signalés ? S'agissant d'une bifurcation d'autoroute, tous les panneaux sont à fond bleu. C'est toujours une organisation qui va dans le sens de l'anticipation. Si l'autoroute se divise avec une voie de décélération, la signalisation se fait de la manière suivante. Le premier panneau, qui annonce la bifurcation, comporte le numéro de l'autoroute embranchée et la distance restant à parcourir avant la bifurcation et le nom des villes pouvant être atteintes. Un panneau situé à 3000 mètres de la bifurcation comporte le numéro des autoroutes embranchées. Un panneau placé à 2000 mètres de la bifurcation comporte le nom des villes terminus de chaque autoroute. À 1000 mètres, un panneau répète le numéro de l'autoroute embranchée et les villes qui peuvent être rejointes. Placé sur le terre-plein central, ce panneau rappelle les directions desservies par l'autoroute sur laquelle on circule, pour le moment. Placé au début de la voie de décélération, ce panneau rappelle encore une fois le nom des villes vers lesquelles mène la bifurcation. Enfin, ce panneau indique les distances à parcourir pour rejoindre les villes mentionnées
si on n'a pas quitté l'autoroute. Mais ce n'est pas systématiquement une voie de décélération qui fait la bifurcation. Il peut s'agir du prolongement des deux voies de droite, ou d'une seule voie. Qu'est-ce qui diffère alors? Le premier panneau qui annonce la bifurcation comporte le numéro de l'autoroute embranchée et la distance restant à parcourir avant la bifurcation et le nom des villes pouvant être atteintes. Un panneau situé à 3000 mètres de la bifurcation comporte le numéro des autoroutes embranchées. Un panneau placé à 1000 mètres de la bifurcation comporte le nom des villes terminus de chaque autoroute. Les flèches sur le panneau sont séparées. Ensuite, des panneaux sont placés sur un portique, au-dessus des voies où l'usager doit faire le choix de son itinéraire. À l'endroit où les voies se séparent, les mêmes panneaux, sans indication de distance, sont eux aussi placés sur un portique. Ils rappellent les directions desservies par les deux autoroutes. On retrouve enfin un panneau de confirmation qui indique les distances à parcourir pour rejoindre les villes mentionnées. Pour sortir de l'autoroute, celle-ci se divise en deux branches dont l'une se raccorde au réseau routier. Comment se fait la signalisation dans ce cas ? Les panneaux qui annoncent la sortie vers le réseau routier sont à fond vert ou blanc. Et la succession des panneaux suit la même logique que pour sortir d'une route express, par exemple. Le premier panneau annonce la sortie numéro 10 dans ce cas, qui se situe à 8 km et permet de rejoindre Yenne, Belley et Saint-Genix. Ce panneau indique que la sortie numéro 10, située à 2000 mètres, est aménagée avec une voie de décélération. Ce panneau rappelle les directions desservies par la sortie numéro 10, située maintenant à 1000 mètres. Ce panneau à fond bleu rappelle les destinations vers lesquelles cette autoroute conduit. Ce dernier panneau est implanté au début de la voie de décélération. La flèche orientée vers le haut et inclinée à droite conforte le conducteur dans le choix de la direction qu'il doit prendre. Il rappelle une dernière fois le numéro de la sortie et les directions desservies. Sur fond vert pour les villes importantes et sur fond blanc pour les villes de moindre importance. Il peut arriver qu'une sortie se fasse dans le prolongement de la voie de droite. Dans ce cas, la signalisation diffère un peu. La sortie numéro 12 se situe à 5 km de ce panneau et permet de rejoindre Annemasse et Saint-Julien. La flèche inclinée indique que la sortie numéro 12, située à 1000 mètres, a une voie qui lui est propre. Ces panneaux, placés sur un portique au-dessus de la chaussée, avec des flèches dirigées vers le bas, rappellent les directions desservies par l'autoroute, à fond bleu, et les directions desservies par la sortie numéro 12, à fond vert et blanc, située maintenant à 500 mètres. À la lecture de ces panneaux, il faut se positionner sur la bonne voie. Ces panneaux sont situés à l'endroit même où le conducteur commence à sortir de l'autoroute et rappellent encore les destinations desservies par l'autoroute et celles desservies par la sortie numéro 12. À l'approche d'une sortie, d'une bifurcation ou d'une aire de repos, la ligne discontinue ressemble à une ligne de dissuasion. Elle n'interdit pas les dépassements, mais elle doit inciter à ne pas se rabattre à cet endroit pour prendre la sortie annoncée. Si l'intention du conducteur est de quitter l'autoroute, il n'a pas à se lancer dans un dépassement si près de la sortie. Les risques sont des freinages violents, des queues de poisson
des écarts de direction et autres réactions inattendues et dangereuses. Pour sortir correctement, il faut mettre le clignotant droit, prendre la voie de décélération dès son début, respecter les limitations de vitesse décroissantes. On peut ralentir avant la sortie, modérément, en gênant le moins possible un conducteur qui suit. Si on a dépassé la sortie qu'on voulait prendre, ne jamais faire de marche arrière, même sur la bande d'arrêt d'urgence. Ne pas faire de demi-tour, mais continuer vers la prochaine sortie. Suivre un itinéraire, c'est bien quand on l'a préparé sur une carte routière. Encore faut-il être capable de décrypter les différents symboles. Prenons un exemple entre Blois et Tours. Les divers points noirs comportant des chiffres blancs indiquent le numéro des échangeurs que l'on identifie sur les panneaux annonçant les sorties. On peut donc noter que pour rejoindre Château-Renaud, il faudra prendre la sortie numéro 18. Les chiffres rouges sur fond jaune indiquent le kilométrage à parcourir sur une section à péage entre deux villes. Entre Blois et Tours, 58 km. Les chiffres en rouge, placés entre deux petites épingles, rouges elles aussi, donnent le kilométrage existant entre deux sorties. 21 km entre la sortie 18 et la sortie 19. Des aires de repos sont aménagées régulièrement sur les autoroutes. Elles sont annoncées à l'aide de ce type de panneau sur lequel figure le nom de l'aire, la distance qui reste à parcourir, les divers services qu'on y trouve, hôtels, stations-service, cafétéria, et la distance à parcourir pour retrouver les mêmes services si on choisit de ne pas s'arrêter à l'aire la plus proche. On y accède par une voie de décélération. Les parcours sont souvent longs sur une autoroute. Il est recommandé de faire une pause d'1 quart d'heure toutes les 2 heures de conduite. Profitez d'une pause pour s'aérer. Des installations diverses et variées permettent à tous, enfants et adultes, de jouer, de se rafraîchir ou de se cultiver. À l'approche d'une gare de péage, il faut repérer le mode de paiement qui convient. Auprès d'un péager, par carte bancaire, par pièce de monnaie, par abonnement, et choisir la voie qui correspond en prenant les précautions habituelles de changement de fil. Le prix varie évidemment en fonction du parcours. Mais en cas de perte du ticket, c'est le prix du parcours le plus long qui est facturé. Bonjour madame, j'ai perdu mon ticket en fait, c'est envolé. Oui, vous arrivez d'où? De Sainte. Dans un cas comme ça, je suis obligée de vous compter le trajet le plus cher. Une fois sorti de l'autoroute, il faut se réadapter à la circulation à double sens et aux difficultés et dangers qui lui sont liés. Vitesse limitée à 90 km/h, dépassement, priorité, usagers variés, etc. Pour aller à Libourne, je devrais prendre l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. La direction Libourne-Périgueux comporte le symbole autoroutier. Cela signifie qu'une partie du trajet peut se faire par l'autoroute. Mais rien ne m'oblige à prendre l'autoroute. Il existe toujours des itinéraires de substitution. Réponse B. J'entrerai sur l'autoroute A64 par l'échangeur numéro 12, situé à 500 mètres. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Je circule sur une route et ce panneau annonce effectivement l'entrée de l'autoroute A64 par l'échangeur numéro 12 situé à 500 mètres d'ici. Réponse A.
J'arrive à hauteur d'une aire de repos. Réponse A. Sortie d'autoroute. Réponse B. Bifurcation d'autoroute. Réponse C. Les panneaux sont à fond bleu. Ils indiquent des itinéraires autoroutiers. C'est d'ailleurs confirmé par le numéro A64. L'entrée d'une aire de repos est signalée ainsi. Une sortie d'autoroute de cette manière. Je suis à hauteur d'une bifurcation d'autoroute. Réponse C. La signification de ce symbole est kilométrage restant à parcourir sur un tronçon d'autoroute. Réponse A. Numéro d'autoroute. Réponse B. Numéro de département. Réponse C. Sortie d'autoroute. Réponse D. Ce petit point noir comportant un numéro dans lequel est fichée une sorte d'épingle rouge signale une sortie d'autoroute encore appelée échangeur. Ce numéro est celui que l'on retrouve sur le parcours. Ainsi, il est facile de préparer son trajet et de prévoir l'endroit où l'on va quitter l'autoroute. Réponse D. Une visibilité médiocre, l'obscurité, le crépuscule sont autant d'incitations à modérer l'allure. Il faut alors utiliser les feux du véhicule à bon escient. Les règles d'utilisation des feux sont-elles différentes selon que l'on circule en agglomération ou hors agglomération? La nuit, la question qu'il faut se poser est: le lieu où je circule bénéficie-t-il d'un éclairage public? Si la réponse est non, que je sois en ville ou à la campagne, l'utilisation des feux de route est obligatoire. Hors agglomération, sans éclairage public, sur une route étroite et sinueuse, il est possible d'utiliser les feux de brouillard avant, en même temps que les feux de route. L'utilisation des feux de route est liée à un confort visuel, mais elle ne doit pas gêner les autres usagers, qu'ils soient piétons, cyclistes ou motards, et on doit les remplacer par les feux de croisement. En approchant d'un sommet de côte, ou sur une 4 voies, si on aperçoit les feux d'encombrement des poids lourds situés en haut de leur cabine, il faut passer aussitôt en feu de croisement pour ne pas éblouir le routier qui est assis plus haut qu'un automobiliste. Pour ne pas éblouir, que l'on croise ou que l'on suive un autre usager, on est tenu de passer en feu de croisement. Si un éclairage public en continu permet de voir la chaussée à une distance suffisante en ville, sur les routes ou sur les autoroutes, il faut alors utiliser les feux de croisement. Petite exception réglementaire. En ville, et en ville seulement, éclairée la nuit, il est possible d'utiliser les feux de position uniquement. De jour, lorsque la visibilité est insuffisante, à cause de la pluie, du brouillard ou de la neige, l'utilisation des feux de croisement est obligatoire. Les feux avant de brouillard peuvent remplacer les feux de croisement. Les feux avant de brouillard peuvent aussi compléter les feux de croisement. Attention, lorsqu'il pleut faiblement, seuls les feux de croisement sont autorisés. Les feux arrière de brouillard peuvent être utilisés en cas de brouillard, évidemment, ou de chute de neige. Que l'on soit en ville ou en rase campagne, la nuit, si la route est éclairée, on allume les feux de croisement. Petite exception, en ville, il est possible de circuler avec les feux de position uniquement. Si la route n'est pas éclairée, on allume les feux de route. Sur les routes étroites et sinueuses, feux de route et feux de brouillard avant peuvent être utilisés ensemble. Lorsque la visibilité est insuffisante, qu'il pleuve, qu'il y ait du brouillard ou qu'il neige, on allume les feux de croisement.
ou les feux de brouillard. Il faut alors qu'il pleuve à verse. Ou les deux à la fois. Les feux de brouillard arrière ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Dans cette situation, j'utilise les feux de position uniquement. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Il n'y a pas d'éclairage public sur cette route. Personne ne vient en face et il n'y a personne devant moi. Je n'ai pas le choix. J'utilise obligatoirement les feux de route. Réponse C. Je peux circuler en feu de position uniquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis en ville, dans une rue très bien éclairée. À partir du moment où l'éclairage public urbain permet de voir à une distance suffisante, le code de la route autorise à circuler en feu de position uniquement. Toutefois, il est préférable et plus prudent d'allumer les feux de croisement. Réponse A et C. Je ralentis. Réponse A. J'observe le trottoir. Réponse B. J'observe les voitures en stationnement. Réponse C. Je fais un appel lumineux. Réponse D. Je me suis trompé de voie. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Le risque d'avoir un accident de la route mortel est plus élevé sur autoroute. Réponse A. Sur route. Réponse B. En ville. Réponse C. Sur cette route étroite et sinueuse, je peux rouler en feu de route. Réponse A. Croisement. Réponse B. Route et brouillard avant. Réponse C. Je tracte une caravane et la voie est libre derrière moi. Je peux dépasser ce camping-car. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La signification de ce symbole est kilométrage restant à parcourir sur un tronçon d'autoroute, réponse A. Numéro d'autoroute, réponse B. Numéro de département, réponse C.